Bonsoir à toutes et à tous, je suis Donatien Gros, conseiller de la présidence du Musée du Louvre pour les programmes contemporains, et au nom de Laurence Descartes, je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième séance des leçons d'artistes de Kader Attia, ou comme le dit Kader Attia lui-même, des leçons qui n'en sont pas. Comme vous le savez peut-être, nous avons créé ce cycle il y a maintenant 3 ans, qui est intitulé Leçons d'artistes. Nous invitons une figure de la création contemporaine à présenter au printemps 3 regards sur le musée et les questions qu'il pose. C'est un peu l'équivalent au printemps de la chaire du Louvre à l'automne. Et cette année, le titulaire de leçons d'artistes, après Michelangelo Pistoletto et Simone Fattal, c'est Kader Attia. Vous avez sans doute lu, et l'histoire désormais célèbre, du moment où Kader a sa révélation d'artiste au Louvre, sa révélation qui passe par le regard et la rencontre. Et Kader est titulaire depuis 1 an maintenant d'un atelier au pavillon de Flore, ici même dans le palais, à la jonction du palais du Louvre et de ce qui fut le palais des Tuileries. Et il est là, il travaille, il nous accompagne. Et nous avons entrepris ensemble un parcours qui a commencé avec une visite guidée que Kader a donnée à des membres du public, du musée, qui s'est poursuivi par une séance de masterclass lors de la Nuit des musées l'année dernière, puis par un séminaire de recherche au Centre Vivant Denon du Musée du Louvre en novembre. Et certaines des participants et des participantes de ce séminaire sont ici ce soir. Puis ces 3 leçons d'artistes, ces 3 moments publics où Kader nous invite dans une sorte de gradation à découvrir son regard sur les questions du regard. Kader est très fasciné par un auteur qui s'appelle Georges Sale, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Regard, qui a été directeur des musées de France, c'est-à-dire directeur du musée du Louvre à l'époque. Et cette question du regard l'accompagne, des formes du regard, et il va nous en parler aujourd'hui. Vous le savez sans doute, Kader est un des plus grands artistes français, c'est aussi un des grands théoriciens de l'art. Et donc c'est important de pouvoir entendre aussi son regard sur l'art, son regard sur le musée, qui est celui d'un artiste et d'un praticien. Cette entreprise, comme toujours au Musée du Louvre et dans les grandes institutions, est une entreprise collective. C'est une entreprise collective au sein de l'institution, puisque autour de Kader, pour que nous soyons ici ce soir, il y a énormément d'énergies qui se sont réunies, celle de Nicolas Marbeau qui nous accompagne dans ses projets, celle de la direction de l'auditorium qui nous accueille ce soir, celle de la direction des publics ici au Musée du Louvre, qui s'assure de la grande diffusion de ce que nous faisons, celle de la direction des expositions et des éditions, qui accompagne aussi les projets d'artistes. C'est aussi un projet innovant, pas simplement parce que nous entendons la parole d'un artiste, mais aussi parce que autour de cet artiste se sont rassemblés pour la première fois, figurez-vous, 3 écoles, les Beaux-Arts, Sciences Po et l'École du Louvre. Les 3 écoles avaient fait des choses ensemble séparément, 2 à 2, mais jamais les 3 ensemble. Et elles se sont unies pour accompagner Kader dans ce cheminement. Et certaines des étudiantes et certains des étudiants sont présents aussi ce soir. Et je voulais saluer le compagnonnage qu'ils font avec Kader. Désormais, il nous reste à entendre la voix du maître. Et je vous propose d'applaudir Kader Attia. Merci Donatien, merci à vous tous d'être ici avec nous. Je tiens bien évidemment à remercier toute l'équipe du Louvre, en commençant par Madame la Présidente Laurence Descartes, pour son soutien et sa volonté de faire du Louvre un musée plus vivant que jamais au XXIe siècle, en ayant invité des artistes aussi formidables que Simone Fattal, Elizabeth Peyton, Luc Timmons et bien d'autres encore. En tout cas, d'ouvrir le Louvre à d'autres sphères artistiques. Mon ami et brillant esprit Donatien Gros, architecte et animateur des relations art contemporain, littérature, poésie et théorie au Louvre, avec beaucoup d'autres collègues, notamment son assistant et collaborateur précieux Nicolas Marbeau, ainsi que Coralie Le Golvan du cabinet de la présidence.
tous les directeurs et directrices de départements rencontrés depuis que je suis résident au Louvre, ainsi que toute la formidable équipe de communication. L'intérêt de cette résidence, c'est évidemment de pouvoir avoir accès au Louvre quand on veut, c'est un vrai luxe, hein, même, surtout quand il est vide, mais aussi de rencontrer des personnes dont les compétences sont des personnes, des sources intarissables de connaissances sur leur domaine, et ça, c'est une chose à laquelle je prête beaucoup d'attention. Bien sûr, la formidable équipe qui a rendu un tel rendez-vous technique possible, les personnes qui font aujourd'hui soi-même la lumière et le son, je les avais déjà rencontrées la dernière fois. C'est jamais évident, et pourtant, nous allons partager beaucoup de choses ensemble, notamment des extraits de films. Et voilà. Sans le travail de ces personnes de l'ombre, non seulement ma voix, mais aussi les images, vous aurez du mal à les percevoir. Il y a une autre chose à laquelle je tiens vraiment à parler, parce que pour ceux qui étaient là la dernière fois et pour ceux qui sont là ce soir, je dis souvent que la raison pour laquelle je veux travailler sur le regard, c'est que je pense on n'est jamais seul quand on regarde, en fait. On est l'objet de milliards de traces qui sont imprimées en nous, certaines de nos ancêtres qu'on a connus, de nos amis, de nos proches disparus, de moments disparus, de gens qui sont encore là, mais de ces échanges. Et d'autres, la plupart, et il va être question de celle-ci aujourd'hui, qui ont disparu. Je ne montrerai pas de photos, mais je vais être assez rapide parce que je suis très émotionnel sur cette question. Mais je tiens vraiment à rendre hommage à une sœur qui vient de nous quitter et qui est la commissaire d'exposition de la prochaine Biennale de Venise, Koyo Kuo, qui était vraiment une sœur. Et si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Voilà, je voulais le dire. Lors de la conférence précédente, la première, nous avons défriché ensemble la raison pour laquelle le regard, ce phénomène complexe qu'est le regard, nous hante. Et pourquoi, depuis mon enfance jusqu'à ma position d'artiste aujourd'hui, il me nourrit chaque jour. Je pourrais résumer ainsi cette première conférence par ce titre, « Ma maman, James Brown, et la liberté guidant le peuple ». Ça y est, je me souviens. La première conférence s'était terminée ainsi. Sur l'image de l'affiche d'un film de 1975 intitulé « Le Bougnoul », dans la rue, un personnage au centre de l'affiche est montré du doigt par une foule de personnes dont la tête est une main, qui le pointe du doigt. Face à cette foule de corps-mains, le Bougnoul leur rend un regard inquiet. Comme beaucoup d'affiches de cinéma de cette époque, celle-ci en particulier m'a marqué, pour différentes raisons personnelles. Mais aujourd'hui, elle me fait penser au livre du psychiatre et psychanalyste marocain Jalil Benani, « Le corps suspect », le corps du migrant face à l'institution. Dans l'affiche du film Le Bougnoul, objet de communication donc présente dans l'espace public, arpenté par toutes sortes d'individus, dont ceux qui s'identifieront au personnage présent dans ce visuel. La pression des regards, au doigt pointé sur lui, subie par le personnage central, est traduite visuellement par une forme corporelle du regard. L'intérêt du travail de Jalil Benani, c'est qu'il a révélé, à travers ses consultations cliniques, il y a d'autres auteurs, mais lui, il est psychiatre, il y a par exemple Abdelmalek Sayed, La double absence, il a révélé à travers ses consultations cliniques, avec des travailleurs immigrés souffrant de maladies professionnelles, que l'entreprise qui les employait refusait de reconnaître comment la suspicion de la société française à l'égard du travailleur immigré s'exerçait sur le corps de celui-ci à travers le régime du regard. Le fameux corps-regard dont nous avions parlé la dernière fois, le regard n'étant pas seulement un phénomène oculaire, mais aussi corporel, et lié lui aussi à d'autres régimes, comme le régime économique, qui fait du corps du travailleur immigré un corps machine à produire, du corps migrant dont l'exil assigne à ce corps le désir de se faire reconnaître par l'autre, désir d'être accueilli, de découvrir, de s'épanouir,
désir qui conduit à un certain nombre à braver de multiples dangers, au risque d'y laisser leur vie. Résulte le corps suspect. Aboutissement d'une souffrance institutionnelle légalisée par un contrat de travail. En effet, le désir ou le rêve d'un monde meilleur a en quelque sorte transformé ce corps migrant en un corps machine dans lequel le sujet subit une double aliénation, l'une due aux conditions inhumaines du travail dans lesquelles ce corps s'est retrouvé aliéné à cause d'un système qui identifie la personne à la machine, pour reprendre Karl Marx, l'autre est subjective, car elle assimile la souffrance corporelle à la machine. Je cite « Docteur, il y a un marteau qui frappe dans ma tête toute la journée. J'ai comme de l'électricité dans les jambes. Docteur, je saigne du nez. C'est comme un boulon qui s'est ouvert. » Les patients que le psychiatre Jalil Benani suit sont des sujets dont la souffrance psychique n'est pas reconnue par la structure professionnelle qui les emploie. Longtemps après les dénonciations de Fanon du syndrome nord-africain, le travailleur immigré et la travailleuse immigrée sont l'objet d'une suspicion puis d'une négligence de leur santé mentale sur des bases racistes. Ce corps migrant, cantonné dans un statut de travailleur immigré, suspecté, s'inscrit dans une longue trajectoire historique née dans le colonialisme. Dans l'opinion publique française des années 70-80, l'insulte raciste à l'égard des travailleurs immigrés était bougnoule. Elle s'est poursuivie dans les années 80 en amalgamant le travailleur immigré et ses enfants, nés en France, dont je fais partie, et donc français. Dans les années 90, un tournant s'opéra, qui ne cesse de s'accentuer aujourd'hui. Il fit passer le travailleur immigré insulté de bougnoule au statut de « les musulmans ». La société change de langue, tout comme de regard sur ces sujets, pour mieux les aliéner. Je viens de vous décrire l'un des nombreux processus coercitifs de la société qui se ramifie depuis le phénomène du regard. Partant de ce phénomène, qui nous concerne tous puisqu'il nous implique activement en tant que sujet qui se projette et reçoit, émetteur et récepteur par le regard, j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui l'une des principales raisons pour lesquelles ce phénomène inspire ma curiosité depuis de nombreuses années, et ce depuis la cité HLM de Garges-les-Gonesse où j'ai grandi, aux galeries des peintures du musée du Louvre où j'ai commencé à arpenter adolescent. Garges-les-Gonesse est le lieu non pas d'une seule découverte, mais de plusieurs. De la bibliothèque municipale Elsa Triolet, où mes premiers contacts avec des livres d'art ont eu lieu, espace municipal situé en face du marché de Garges, où je travaillais très tôt le matin, aux cages d'escalier de l'immeuble HLM, où sur chaque palier, les portes des habitations arboraient les symboles culturels, religieux, des familles juives, musulmanes, chrétiennes, hindoues et bien d'autres, qui vivaient derrière. J'ai, d'une certaine manière, été introduit à l'ethnologie à Garges-les-Gonesse, pas à l'université, par le regard de l'enfance qui s'interroge sur le monde des autres. Le tout-monde, dirait Édouard Glissant. Aller jusqu'au bout de l'effritement et perdre la paix des pierres muettes à force de sable. Quand la parole préméditée perpétue le chant des cascades, jusque dans cette eau de vaisselle à la bouche des égouts, à quelle porte frapper pour en avertir les naïades? Dans quel champ brûlé à l'avance, mes mots iront tomber en convulsion, sans que rien ne frémisse dans celui qui écoute, sans que rien ne s'arrête dans moi qui parle, qui marche, et m'agrandit d'un désert de plus. La poétesse Rachida Madani de Tanger vient de lire un de ses poèmes. Au début des années 80, les cités dortoirs où j'ai grandi étaient des archipels de vie venus d'horizons multiples. En observant les autres cultures, j'y ai appris à ouvrir l'angle de mon regard. Si le regard hante ma pratique artistique aussi bien que mes recherches théoriques, c'est parce qu'il est un phénomène organique dont le renouvellement quasi permanent est irrationnel. Le regard est imprévisible. Il n'est jamais deux fois le même. Nous pourrions presque dire que nous ne regardons jamais deux fois la même chose lorsque nous regardons une même chose deux fois. Essayez d'imaginer ceci lorsque cette chose est une œuvre d'art. Héraclite disait « Nous n'entrons jamais deux fois dans le même fleuve ». Eh bien, il en est de même pour le regard, sauf que nous sommes le fleuve.
La même chose regardée deux fois n'est pas la chose changeante, c'est le regard qui change, et par conséquent change sa représentation dans notre esprit. Le regard est corrélatif à la chose regardée. Il la fait exister dans notre esprit, qui à ce moment précis existe à travers cette interaction qui, elle, sera différente à un autre moment, même si la chose reste la même, et ainsi de suite. Comme je l'avais expliqué auparavant, mais nous y reviendrons, nous ne sommes jamais seuls lorsque nous regardons. Notre regard est l'agrégat de plusieurs sujets qui nous composent, sous forme de traces héritées du passé. Si l'expérience de notre regard est la somme des interactions des sujets qui nous composent, il est alors fort probable qu'ils ne soient pas toujours en harmonie. J'ai donc choisi pour cette deuxième conférence de développer une réflexion autour de deux aspects paradoxaux du regard qui sonnent comme deux antagonismes, mais partagent beaucoup de choses. La violence du regard et la caresse du regard. Cet antagonisme reflète une position opposée, certes liée à une pulsion destructrice du regard d'un côté et une pulsion créatrice du regard de l'autre côté, mais il y a plus. Si une généalogie introspective de ces deux pulsions qui animent les tréfonds de nos désirs de regarder était possible, il est fort probable qu'elle croiserait avec cette dualité de violence-caresse du regard les notions des traces et de la réparation comme ceux qui les structurent en profondeur et forment le sujet individuel et collectif humain. Ce sujet est né à travers une blessure physique et sonore, puisqu'il se manifeste par un cri, donc une blessure du silence, succédant à la blessure du corps qui le met au monde. Cette blessure est mue par une agentivité de réparation. Là où il y a blessure, il y aura réparation. Il est impossible de penser réparation sans la notion de blessure. Elle n'est jamais loin, elle n'est jamais très loin. La réparation et la blessure sont liées à jamais dans la course-poursuite du temps. Comme le regard n'est jamais le même dans un temps donné, puisqu'il succède à un autre regard dans un autre temps, et ainsi de suite. Nous y reviendrons. Mon approche de ce paradoxe du regard violence et caresse entre inévitablement en résonance avec deux concepts qui lui sont inhérents. Les traces mnémoniques, nos mémoires enfouies, qui nous animent, que j'assimile, même d'ailleurs en général qu'on assimile à des fantômes, car elles cicatrisent les événements, positifs ou négatifs, du passé, dans un mouvement du temps que j'appelle la réparation. Toute violence vécue génère des blessures physiques et psychiques qui laissent des traces, tout comme les caresses laissent aussi des traces. Mais dans les deux cas, le processus de cicatrisation mnémonique génère chez tous les sujets des données différentes, des données antagonistes. Toute violence vécue génère des blessures physiques et psychiques qui laissent des traces, tout comme les caresses laissent aussi des traces. J'ai grandi dans un monde où il n'y avait pas de livres et pas de jouets, très peu de jouets. Ils étaient très bon marché, échoués, on ne sait comment, à la maison, et finissaient toujours en pièces, car de mauvaise qualité. Notre rapport aux jouets était celui de beaucoup d'enfants de nos milieux. Ils étaient violemment traités, puis détruits. Les seuls jouets dont je prenais soin étaient ceux que j'avais fabriqués de mes propres mains, avec des vieux rebuts d'objets, glanés ça et là, le plus souvent dans les poubelles. Vieille poussette pour bébé cassé, reste d'un vieux caddie de supermarché abandonné. Le tout attaché avec une corde fabriquée, à partir d'une vieille chambre à air trouée pour être réparée. Et j'avais construit une petite voiture dans laquelle je me glissais et dévalais la grande pente d'un terrain vague, près de chez nous. C'était ma teuf-teuf, comme j'aimais la nommer. Un jour, j'y avais ajouté des ailes, pour faire comme Fantomas. Confronté à la violence des rebuts d'objets, des jouets cassés, l'enfant que j'étais, comme beaucoup d'autres à cet âge-là, réinventait une nouvelle vie à ces objets glanés ça et là, en posant un nouveau regard sur eux. Exactement comme l'attention du regard agrège tous les sujets qui composent chaque individu, les traces, bien qu'il se croie être unique, en un instant T, où l'attention corrective et le croisement, et de verbe être, le croisement d'un nombre incalculable de sujets, et où nos traces, malgré leurs différences et antagonismes, convergent toutes en une seule expérience attentionnelle.
Panoramonde vous offre tous les services classiques des agents de voyage. Billets à des tarifs préférentiels et charter, voyages de groupe, tarifs famille et travailleurs immigrés. Billets aller ou retour simple, Hajj et Omra. De plus, Panoramonde vous conseille dans toutes vos prises de décision et combine pour vous la meilleure offre en fonction de votre situation personnelle et de la date de votre voyage. Panoramonde, 20 avenue de Saint-Denis. Aux États-Unis. Alors c'est un indicateur qui n'a pas l'air particulier. يصور الكاميرا يسوي التطور في الجزائر. يروح يروح ابو بزرنا ولا انا عند ذريعه تاعو تاعو شو دير دابا؟ يا وليدي يجي يستنى وطلع انا حكينا بالسلام هو فيني كسلتوه يا هو ما لقيتوش والله مازال ما خرجش. هو روح للدار الشيخ قال لي سليم الشباب ولا الشبيبه ولا دار الشباب ولا جديد كشفه. ايه قال لي الشباب دور يصورك اروح هات اروح. Il y a des choses qui nous plongent dans le passé, des parfums, des couleurs, des sons, des goûts. Chacun de nous a, comme Marcel Proust avait en sa Madeleine, un moment pour soi. Une pause dans le rythme de la vie prosaïque qui ravive les souvenirs. Dans le tableau « Femmes d'Alger dans leur appartement », Eugène Delacroix, que je redécouvre à chaque fois un monde qui m'est familier. Pas seulement celui de la rue Eugène Delacroix, où enfant je tuais le temps en fabriquant mes propres jouets, mais un monde intérieur. Le tableau « Femmes d'Alger dans leur appartement » me rappelle ce monde très particulier où enfant j'avais le droit de traîner et de rêvasser à côté des femmes, mes grandes sœurs, tantes, amies de ma mère, sans avoir de compte à rendre sur ma présence. Ce monde d'où j'avais été chassé sans l'avoir vu venir. Comme dans toutes les familles du Maghreb, les petits garçons restent très longtemps admis dans le monde de leur mère et de leurs sœurs, le monde des femmes, auquel les hommes adultes n'ont plus droit, plus accès. Comme dans le film de Ferid Bourredir, Alfawin, l'enfant des terrasses, les enfants ont le privilège d'aller et venir entre le monde des hommes et le monde des femmes, du hammam au café, en toute liberté, puis soudain, très bien mise en scène dans le film, trahi par son regard, qui se laisse un peu trop traîner sur le corps d'une femme, dans le hammam, l'enfant est saisi par une autre qui le chasse du hammam. Elle vient de découvrir qu'il n'a plus son regard d'enfant. Chassé du hammam, comme jadis Adam du paradis terrestre, comme Alfawin, l'enfant des terrasses, nous passons le reste de notre vie à vouloir revoir le paradis perdu de notre enfance, qu'on soit une fille ou un garçon d'ailleurs. Objet du désir à jamais perdu, nous dit la psychanalyse. Ce que le tableau de Delacroix, Femmes d'Alger dans leur appartement, évoque à ma mémoire, est de cet ordre, mais avec une nuance. D'une part, la caresse des regards et autres attentions protectrices que les femmes proches ou lointaines du cercle familial posaient sur nous, mais aussi un sentiment troublant. Cette scène, peinte par Delacroix,
est autant empreinte d'intimité confortable. Le canoun au centre du groupe sur le sol est un pot en terre cuite dans lequel on brûle l'encens pour purifier le foyer des mauvais esprits. Le narguilé, le tapis, le canoun, tous les vendredis, ma mère brûlait jusqu'à aujourd'hui de l'encens pour purifier la maison. Donc pour purifier le foyer des mauvais esprits, le narguilé, bien sûr, les tapis, tout ça fait partie de cette dimension confortable de l'intimité que admirablement Delacroix met en scène. C'est un tableau, après s'être documenté. Mais il y a une détresse, notamment dans les regards. Ils semblent tellement forcés et fatigués, tant ils sont dilués, que l'âme des personnages semble à la fois s'éloigner de nous et nous adresser une complainte en vain. Un peu comme dans ces rêves où, assaillis, vous cherchez à hurler, mais aucun son ne sort de votre bouche. Des regards évanescents lavés qui tendent vers l'absence, s'éloignant de nous dans une fatigue résignée. Une plainte sans voix émane de cet insaisissable regard du modèle qui nous interroge, tandis que les autres détournent le regard, avec le personnage de droite qui semble sortir de la pièce tout en regardant la scène derrière elle. La composition de ce tableau nous rappelle aujourd'hui, comme on va le retrouver dans d'autres tableaux de Delacroix, que le sujet noir et ici féminin, représenté comme une servante ou une esclave, réoriente toujours la scène vers un ailleurs spatio-temporel. Pourquoi ? Nous le verrons plus tard. Vois cet amour entêté, à déchaîner araignées et poursuite au plafond de l'oubli. Seule, moi, femme d'ébène, cœur et corps au cri noir, à l'intérieur de coffres sans fond, où l'enfer de mon prénom croasse, où émeraude je suis, mes flammes vertes, ma haine froide, et toute la cohorte de mes rêves, résumée dans un bout de papier, où je suis esclave affranchie, délivrée des cours et couronnes royales, désormais libre pour me procurer un travail rémunéré, moyennant une soirée aux chandelles dans le clandestin et l'anonymat. Pouvoir ainsi, dans la soumission des feuilles blanches et papier carbone, jusqu'à l'érosion de mes ongles écarlates, taper le savoir de mon nouveau maître, patron et seigneur, les rendez-vous de la mort, les dîners d'affaires où à l'éternelle épouse absente se substitue la lycéenne adolescente et vierge. Un martini pour toi la môme, pour que les caresses soient moins furtives et que dure l'amour, le temps que dure un jet de sperme sur ta cuisse de gazelle. Ceinture d'or enserrant autour de tes hanches l'étau des solitudes lunaires. Moi, à jamais seule et femme d'ébène, à vouloir traverser bulles, abcès et baroudes, pour dissiper les malentendus, à vouloir trouver les mots justes, pour te situer mon corps dans ce cloaque, mon corps déchiqueté, dans les dédales d'un conte maudit, dans un palais maudit, au cœur d'un pays pétrifié, royaume de cloîtres et jardins intérieurs, où pousse, luxuriante et baveuse, une flore carnivore, à tige exacerbée par les vidéos porno, par les pétrodollars, par un soleil déclaré officiellement cause de tous les désastres, depuis la sécheresse, le rationnement de l'eau, de la parole, du geste, jusqu'aux insolations émeutes qui déclenchent au-dessus des villes hurlantes et prises au dépourvu. La férocité de nuées d'oiseaux carnassiers semant à travers Médina terreur et cadavres d'enfants, retournant voler ces mêmes cadavres pour que l'histoire, l'histoire, pays pétrifié où Shahrayar et Djinn, alliés en plein jour pour l'oppression suprême, accule à se retrancher dans sa peur, son verre de thé, son football, tout mon peuple d'affamés. Comme dit Nazart, nous avons été témoins muettes et complices de notre propre mort,
du partage de notre corps en petites étoiles hennissantes de plaisir et en tête jetée aux oceans. Un os à ranger et rien de plus. Assez parlé autour de mon peuple assassiné. Aucune prière ne monte à mes lèvres, aucune larme. Puis, tari, je craque de tous mes murs, de tous les siècles encaissés et dynasties identiques. Seule et femme d'ébène pour l'éternité. Je suis la courbe des siècles crevés pour trouver une eau limpide où laver tes pieds, Shahrazad. Avant d'enterrer tes mains couvertes de henné, bijoux compris et chants sordides des esclaves libérés. Le roi Sardanapale contemple avec un regard à la fois hautain et apaisé la scène du massacre qui se déroule devant ses yeux. Il en est à la fois le spectateur et l'acteur, partageant avec nous, les spectateurs, son regard de corps, regardant regarder. Le regard, souvenez-vous, est un phénomène oculaire et corporel. Passivement avachi dans son immense lit, il assiste à la destruction de son palais et l'assassinat des membres de son harem. Au loin, derrière, apparaît Ninive en flammes. La légende raconte que, se sachant vaincu par ses ennemis, Sardanapale s'étant empoisonné et a décidé que rien ne lui survivrait. La violence des exécutions des personnages féminins contraste avec leur esthétique soignée, précieuse, et l'exaltation des gestes assassins. Regarder ce tableau depuis notre position actuelle, au XXIe siècle, a une toute autre signification que cela avait lorsqu'il fut présenté pour la première fois. La représentation de la féminité dans la peinture qui précède notre époque actuelle permettait des choses qui ne passent plus aujourd'hui, tout comme celle des meurtres de masse. Au pied du lit de Sardanapale gît, semi-allongée sur le ventre, une femme blanche, nue. Il s'agirait de Mira, que les historiens ont baptisée la favorite, en fait son esclave, les bras en croix sur une étoffe rouge qui recouvre le lit du souverain. Par leur attitude très différente, voire ambivalente, les personnages dont le corps semble pris dans différentes temporalités, bien qu'ils subissent tous le même massacre, ajoutent de l'étrangeté à cette scène dont le rythme oscille entre deux tendances antagonistes, donnant à l'ensemble l'allure d'un rêve où pulsions destructrices et créatrices se dévorent dans un temps à la fois similaire et différent. Delacroix détaille les pieds du tyran avec des bagues serties de pierres précieuses pour signifier l'attrait du personnage pour les attributs féminins, ce qui contraste avec sa grande barbe et son regard dominant sur la tuerie qu'il a ordonnée. De toute cette catastrophe macabre, seul un personnage retenant le cheval qui se cabre ne participe pas au féminicide. L'homme noir, à gauche, se détourne de la scène en cours, et son regard, comme son corps, semble éloigner cette scène dans le passé. Que cherche à nous dire Delacroix par ce personnage et son attitude ? Que signifie cette scène dissonante du reste ? Peut-être que ce personnage représenterait le futur, comme me l'a suggéré une amie très chère, amoureuse de ce chef-d'œuvre du peintre. Soit. Mais selon moi, ce personnage pourrait aussi incarner l'antagonisme, voire le refus du côté obscur de la pulsion de mort qui règne dans ce rêve. Si l'homme noir incarne le futur, il l'incarne par le soin, l'attention, la réparation. Il ne regarde pas vers la scène violente et pas non plus vers le tyran, mais cherche à calmer le cheval et donc à temporiser. Il ne représente pas non plus l'esclave, dont même le droit de vivre est refusé, puisque ce rôle est tenu par les femmes du harem agonisantes, comme Mira au centre ou les autres exécutés. L'homme noir, essayant de calmer le cheval fou, est peut-être la trace que laisse Delacroix à l'humanité, en rappelant que l'horreur de la tyrannie a toujours un pendant contraire qui lui résiste, et que nous sommes mus par des pulsions destructrices comme l'a découvert Freud, mais aussi paradoxales comme l'a développé Lewis Mumford. Une agentivité créatrice se manifeste inévitablement comme une réparation
avec la pulsion destructrice et vice-versa. Lewis Mumford a écrit un livre, on en reparlera dans ce texte et même dans la conférence numéro 3, qui s'appelle « Le mythe de la machine », que je vous invite vraiment à lire par rapport à ces questions, la place qu'il donne au rêve en fait, dans l'origine de l'humanité. Nous y reviendrons. Dans le monde du rêve, nous dit Lewis Mumford, le temps et l'espace s'effacent. Le proche et le lointain, le passé et l'avenir, le normal et le monstrueux, le possible et l'impossible s'entremêlent dans un chaos indescriptible. L'ordre, la mesure, le prévisible, sans lequel le rêve et le monde du dehors ne sont que bruit et fureur et ne signifient rien, n'y font que de rares apparitions. C'est pourtant grâce au rêve que l'être humain a eu pour la première fois l'intuition que son expérience ne se limitait pas aux apparences, qu'il existait un monde invisible que ne perçoivent ni ses sens, ni son expérience quotidienne, et cependant aussi réel que la nourriture qu'il absorbe ou la main qu'il saisit. Cependant, si on s'efforce de réfléchir à ce qu'était l'homme à des époques où ses acquis culturels étaient encore rares et fragiles, on ne peut écarter l'hypothèse de pulsions destructrices prenant le pas sur les tendances constructives. Précisément parce que les exutoires lui faisaient défaut, il n'avait peut-être surmonté ses blocages et ses frustrations qu'au prix d'accès de rage et de terreur paniques aussi absurdes que ceux auxquels se livrent les jeunes délinquants d'aujourd'hui, à qui il manque cette forme de discipline et de retenue propre à toute culture vivante. Bon, il écrit en 1966. La folie meurtrière a peut-être des racines historiques plus anciennes qu'on ne le croit. Heureusement pour nos très lointains ancêtres, leur faiblesse en limitait les dégâts. Un homme sans armes, muni seulement de ses mains et de ses pieds et de ses dents, ne peut faire grand mal à ses semblables, et encore moins à son milieu. Même armé d'une pierre ou d'un gourdin, et à moins de s'attaquer à des créatures sans défense, ses possibilités sont réduites. Les véritables orgies de destruction, les grandes éruptions de haine collective, ne purent se produire que lorsque la civilisation en eut fourni les moyens techniques. Si le rêve offrait deux issues possibles, il est probable que les circonstances en restreignaient la portée. Il semble par conséquent raisonnable d'attribuer à nos ancêtres les plus primitifs ces qualités qu'Eric Fromm découvre dans le rêve. Eric Fromm, c'est un autre penseur, philosophe, qui a travaillé sur le langage du rêve. L'expression des fonctions les plus basses et les plus irrationnelles et l'expression des fonctions les plus hautes et les plus nobles de l'esprit. Dans son ouvrage « Le langage oublié, introduction à la compréhension des rêves, des contes et des mythes ». Pour connaître le sens des rêves, des mythes et des contes, il faut comprendre la langue symbolique, cette langue universelle, identique dans toutes les civilisations et à travers toute l'histoire. Elle possède une grammaire et une syntaxe propre, et elle exprime des expériences intimes, des sentiments et des pensées selon une logique qui n'est pas celle de l'espace et du temps, mais celle de l'intensité et de l'association. Eric Fromm nous enseigne cette langue grâce à laquelle, depuis la nuit des temps, l'être humain se communique à lui-même des messages qu'il doit ensuite interpréter. Ce qu'avait fait dire à Mumford Lewis et qui m'a vraiment passionné, c'est que pour ce philosophe, anthropologue, avant d'utiliser ses mains, avant d'être un homo habilis, l'être humain, et avant même d'avoir un langage, était déjà en conversation avec une voix intérieure, son inconscient. Le paradoxe du contenu de ces messages, doux ou violents, est peut-être ce que l'art lie le mieux à la conscience et à l'inconscient du spectateur. Qu'il donne à voir et à penser des caresses ou de la violence, des massacres de masse ou des paysages abstraits apaisants, l'art suture les blessures qui nourrissent notre regard, en incarnant leur cicatrisation métaphorique. Puisque dès lors qu'elles existent et font partie de nous, elles cherchent réparation. Et l'art leur donne un support de projection, un exutoire, où, à travers le regard, l'agentivité à la fois destructrice et constructrice, ou créatrice, qui les régit, trouve écho. Les œuvres qui dénoncent les massacres de Schio, de Delacroix, de la Saint-Barthélemy, les tortures dans les prisons d'Abu Ghraib par l'armée américaine de l'artiste Jean-Jacques Lebel, l'œuvre Guernica de Picasso, le diaporama La Réparation que j'ai réalisé pour la Documenta de Cassel en 2012, dont vous voyez ici un extrait, s'inscrivent toutes dans cette agentivité réparatrice de l'existence.
la monstration de la blessure qui nous dépasse, autant qu'elle nous précède dans l'obscurité quasi insondable de nos rêves. Si c'est probablement pour cela qu'elle nous heurte, elle contribuerait peut-être aussi à autre chose de plus insaisissable, incarner l'ambivalence pulsionnelle, créatrice et destructrice qui nous anime en profondeur, en l'externalisant à travers une représentation qui l'active, l'œuvre d'art. Pas seulement en l'accrochant sur une simèse ou en la projetant sur un écran géant, mais en la transformant en une mémoire extérieure, accessible à tous, alors qu'elle est intérieure et intime. Comme le rocher de Sisyphe, l'œuvre d'art qui dénonce le crime politique génère de l'empathie ou de la répulsion. Mais elle risque toujours de retomber dans le système contre lequel elle lutte, via l'institution culturelle privée ou publique, lorsque celle-ci est liée de près ou de loin au système sociopolitique que l'œuvre dénonce. Pourquoi ? D'une part, parce que l'œuvre est aussi adressée depuis ce système, inévitablement, et d'autre part parce que ce système régit sa visibilité. Le risque couru est celui de contribuer malgré soi à fictionnaliser le crime politique dénoncé, en le représentant dans le système qu'il administre de près ou de loin. Là est toute la difficulté pour l'artiste de s'engager dans une œuvre qui dénonce un crime politique quel qu'il soit. Il pourrait d'une part être confronté à la censure d'État, comme cela a souvent été le cas dans l'histoire. Je pense par exemple au film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, de 1956, et d'autre part, plus contemporain et plus pernicieux, à l'autocensure. Le film Nuit et brouillard est composé d'images en noir et blanc, qui sont des archives de guerre, soit des archives nazies, soit des archives d'armées alliées qui ont ouvert les camps en 1945, mais aussi des images en couleur tournées en 1955 à Auschwitz. Lorsque soumis à la commission de censure française, ce film a soulevé 2 points litigieux. La violence du film et la présence au premier plan d'une photographie du camp de détention de Pithiviers, d'une silhouette de gendarmes français dans le poste de guet. Montrer les chambres à gaz et surtout la complicité de l'État français était à l'époque inacceptable par l'institution française, qui l'a censuré. Ce film insiste aussi, il faut le rappeler, sur plusieurs aspects du génocide, la déshumanisation subie par les déportés, l'utilisation des méthodes industrielles pour tuer, appel à la technique, on revient à Lewis Mumford, à la science pour tuer massivement, la logique mise au service de la folie meurtrière. Bon. Nous reviendrons sur cette question technique inhérente, à mon sens, à la déshumanisation de notre regard. L'autre aspect plus pernicieux de la dimension sisyphéenne du regard critique de l'artiste émane de cet éloignement éthique du thème de l'œuvre en question par le spectateur. Il s'agit de notre contribution par l'autocensure à ce processus de fictionnalisation du crime dénoncé par une œuvre d'art engagée. Autocensure qui agit aussi bien sur le regard du spectateur que du créateur de l'œuvre. Nous détournons notre regard et notre attention pour ne pas voir et ne pas penser, malgré nous, le plus souvent, puisque là, dans la société de l'information dans laquelle nous vivons, il existe une telle saturation d'images politiques violentes, accessibles à tout moment, que nous ne les voyons plus. Alors, nous pourrions nous poser la question, l'autocensure contemporaine ne contribue-t-elle pas, elle aussi, à la fictionnalisation du crime politique que dénonce une œuvre d'art engagée ? Si la représentation puis l'institutionnalisation publique et privée de la représentation d'un crime, même hors norme en œuvre d'art qui le dénonce, le détache du réel, le fictionnalise, alors l'œuvre d'art, ou plus important, son aura, dont parle Walter Benjamin,
disparaît dans l'industrie culturelle de la répétition, de la saturation, de sa reproduction. Cette autocensure due au fait de la fictionnalisation du crime politique dénoncé par l'œuvre d'art, c'est un effet de boomerang, est donc aussi une des conséquences du système de reproduction de l'œuvre, exposition, galerie, marché de l'art, ce que Benjamin appelle passage de la valeur cultuelle à la valeur d'exposition. Dans son essai, l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique, le philosophe distingue deux types de valeurs de l'œuvre d'art, la valeur cultuelle, car l'art est initialement lié à des rites et les œuvres n'étaient vues que par certaines personnes. On se souvient que les premières œuvres de l'humanité, les premières manifestations créatrices de l'humanité étaient des 3 cailloux posés à un endroit où une personne avait été enterrée ou en tout cas une personne était morte. La douleur, par la prise de conscience de la douleur de la perte d'une personne aimée, on a commencé à lui rendre hommage en fait. Et là, on est très très proche de ce dont je parlais tout à l'heure et dont je parle souvent, les traces. Et la valeur d'exposition liée, elle, à sa capacité à être reproduite et diffusée. En plus, il faut rendre honneur à Walter Benjamin. La perte de l'aura est associée à un déclin de la valeur cultuelle et une montée de la valeur d'exposition, car avec la reproduction, on l'expose de plus en plus, la valeur d'exposition se substitue à la valeur cultuelle. Encore une fois, le film documentaire d'Alain Resnais de 1956, Nuit et brouillard, est un exemple de la tâche difficile de dénoncer les crimes hors normes ou les crimes politiques, toutes sortes de violences, en les représentant depuis le système dont l'histoire est intriquée à ce crime. Je n'ai pas la solution, qu'on soit bien clair. Je ne donne pas du tout de règles. Je cartographie le terrain très difficile dans lequel l'art contemporain se situe aujourd'hui. Si ce film de mais il se complexifie encore plus, vous allez voir. Si ce film de 1956 et l'histoire de cette censure d'État avait connu l'ère des réseaux sociaux, il est probable qu'il en fut finalement invisibilité par trop de visibilité. Trop de reproduction, trop de partage et de commentaires dans ce que j'appelle le grand, et à mon avis beaucoup de gens ici, le grand café du commerce que constituent les réseaux sociaux, dilue l'aura de l'œuvre. Notre époque et celle à laquelle se réfère Walter Benjamin ont un dénominateur commun. Dans les deux cas, l'effacement en masse est possible par la technologie de l'information qui a atteint un niveau global de diffusion sans précédent grâce à la reproductibilité technique. Souvenez-vous de Lewis Mumford, les véritables orgies, je recite la phrase de tout à l'heure, les véritables orgies de destruction, les grandes éruptions de haine collective ne purent se produire que lorsque la civilisation en eut fourni les moyens techniques. Or, les moyens techniques, ces armes dont il parle, ne sont pas seulement létales. Elles sont aussi oculaires et surtout attentionnelles. Lorsqu'on regarde les massacres de Schio en 2025 et d'autres œuvres d'art du passé relatant les massacres, comme je vous ai montré tout à l'heure, nos traces obscures résonnent dans un entrelac d'empathie et de pulsions de mort. L'identification avec les victimes contemporaines nous fait penser aux massacres d'enfants, de femmes, de l'Ukraine, du 7 octobre, de Gaza, qui n'en finit pas, de l'Est du Congo, dont on ne parle pas dans les médias, de la Birmanie, des civils tués par des machines partout dans le monde. Une barbarie qui sommeille en nous et nous ramène aux âges les plus sombres de l'humanité, depuis qu'elle a développé la tuerie de masse par procuration des machines pour effacer ses émotions et toute trace du crime commis, traces extérieures, celles du crime dans l'espace et le temps, et les traces intérieures qui nous habitent, nos blessures en quête de réparation et donc de cicatrisation mnémonique, nos traces. Je vous invite au passage à lire le livre de Karima Lazali, Le trauma colonial, qui traite, sans nommer les traces, de la question de l'invisibilisation du crime. Si dans notre société de l'information, les mondes que nous arpentons sont saturés d'images, c'est parce que l'hypervisibilité produit de l'invisibilité. Notre regard, qui n'est plus capable de discerner la réalité tragique de l'événement, de la saturation de sa reproduction, doit être réparé. Il est donc indispensable de nourrir, cultiver et protéger le regard, le réparer, car le regard est lié à l'évolution de la société. Notre regard relève d'un système de traces, comme je l'avais expliqué, qui s'apparente à une accumulation de réparations vécues par nos ancêtres les plus lointains, comme ceux que nous avons connus, et qui, à la suite d'événements traumatiques ou jouissifs, ont inscrit dans leur mémoire une information, ou trace, ou fantôme, qui nous habite aujourd'hui. Il faut s'imaginer ces milliards de traces qui vivent en nous et relient tous les individus dans un processus où être un individu n'est plus un nom mais un verbe.
Nous nous individuons par ces traces qui s'entrelacent intellectuellement entre nous. Elles circulent en nous comme dans un fleuve. Elles sont les alluvions qui se déposent ça et là, en nous et en dehors de nous. Cette ramification est inhérente au sujet humain. Elle est rhizomique. Le mot rhizomique peut être utilisé dans deux contextes principaux que vous connaissez, le contexte botanique et un contexte philosophique. Dans le premier, il se réfère à tout ce qui est lié au rhizome, une tige souterraine qui permet à une plante vivace de se multiplier et de se développer. Et en philosophie, le rhizome est un concept développé par Deleuze et Guattari pour désigner une structure non hiérarchique, sans centre, mais en constante évolution. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on regarde, mais aussi lorsqu'on crée, nous ne sommes jamais seuls. Nous faisons partie d'une ramification de traces qui nous précède, dont l'agentivité nous dépasse. Une chose est sûre, elle tend vers la réparation de la blessure. Elle est une résistance innée, inhérente à l'existence. Les mots résistance et existence fusionnés donnent rexistence. Les lettres de l'alphabet ont toute une origine qu'il est encore possible de déceler. Lorsque Victor Hugo, dans ses écrits de voyage, Alpes et Pyrénées, compare le Y au priant levant les mains au ciel, c'est pour ça que je vous avais montré cette dia à la fois du personnage qui s'oppose aux armées napoléoniennes, mais aussi ces symboles de crucifix. Compare le Y au priant levant les mains au ciel, à deux rivières se rejoignant au pied d'une montagne. Il nous ouvre les yeux sur l'idée que si l'union fait la force, elle ne peut avoir lieu sans la ramification. Dans la multiplication des énergies en embranchement que l'on trouve dans la nature, il y a aussi les rhizomes qui ont profondément influencé la pensée des philosophes Deleuze et Guattari. Les plantes tuberculeuses se ramifient dans le sol à l'infini, leurs racines connectées les unes aux autres en un immense réseau structurant une force collective et souterraine qui alterne multiplicité et point de jonction, permettant la survie et le développement de ces espèces végétales au fil du temps. Les images très fortes que voit Victor Hugo dans la lettre Y se confondent aussi avec celles du résistant mis en joue par les soldats de l'armée napoléonienne dans le tableau de Goya, le El 13 de Mayo, face au peloton des exécutions. Deleuze et Guattari ont plus tard révélé et questionné ces formes complexes de contrôle et de répression exercées par le capitalisme et l'impérialisme sur les libertés individuelles et collectives. Cette logique mortifère du pouvoir à sens unique que l'historien camerounais Achille Mbembe nomme nécropolitique a toujours été combattue par les intellectuels. Évidemment, de Zola avec l'affaire Dreyfus, etc. Mais moi, il y a vraiment la personne sur laquelle je voudrais venir et que je viens de vous montrer. Le mystère à l'origine des révolutions a toujours attiré mon attention par des champs de la pensée très variés, que ce soit à travers la science, par la théorie de l'évolution des espèces de Darwin, de Wallace, à travers la politique et l'économie, l'histoire du colonialisme ou la lutte des classes. Sa lecture nous ramène sans cesse à une généalogie commune, propre à l'espèce humaine et à la relation ambivalente qu'elle entretient avec l'environnement naturel. Probablement aussi parce que j'ai croisé sur mon chemin L'ère nouvelle de 1887, ce poème de Louise Michel, qui, comme le texte de Victor Hugo ou la parole de Ben Mehdi, m'ont beaucoup inspiré pour l'œuvre de 2015. Je précise qu'elle est de 2015, Intifada, les rhizomes sans fin de la Révolution. Pareil à la sève d'avril, le sang monte au renouveau séculaire dans le vieil arbre humain, le vieil arbre de misère. Sous l'humus des erreurs qui tombent pour s'entasser, pareil à des feuilles mortes, voici les personnages et les gens qui dorment. Ce poème que vous lisez, Louise Michel, l'anarchiste qui évoque le printemps d'après la semaine sanglante de la Commune de Paris. La Commune de Paris s'éteint dans le sang lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Elle est écrasée par les troupes versaillaises, entraînant la mort d'environ 30 000 communards. Cette période est marquée par des combats acharnés, des destructions massives et des exécutions en masse. À travers ces mots, les corps des communards tombés au combat, sommeillant sous les pavés de Paris et germant de leur moisissure, de cette germination naît à nouveau la vie. Louise Michel décrit dans ce poème l'atmosphère printanière, les fleuves qui éclosent, la nature reprenant ses droits. J'ai toujours voulu partager, toujours sur cette question d'agentivité rhizomatique, j'ai toujours voulu partager avec les gens, avec le public, des anonymes qui rencontrent une œuvre d'art dans une expérience artistique physique, de manière simple et poétique, l'importance du discours émancipateur qui lutte contre l'injustice et son paradoxe, la certitude aveugle que celle-ci ne peut rien
ne peut en rien être ébranlée ou remise en question. L'agentivité qui définit la vie, la capacité de l'être humain à ne jamais accepter le joug d'un pouvoir qui l'oppresse, l'exploite et surtout cherche à éterniser ce procédé inique, constitue la réponse la plus fondamentale à ce fantasme produit par l'usure du pouvoir, aussi supérieur soit-il techniquement. Par exemple, l'utilisation du lance-pierre ou de la fronde qui a existé dès l'Antiquité et a notamment été réactualisée dans les années 2000, même 80, avec l'intifada, débutée dans les années 80, et le symbole même de résistance. Il est très important pour moi d'insister sur ce mot de résistance parce que je pense que la résistance de l'intifada est à lire à travers une agentivité d'existence, dans le sens où, n'en déplaise au discours aveugle, elle est mue par une résilience qui nous est innée. Elle fusionne une existence, une résistance, qui puise dans la nature humaine la force tranquille de sa survie. Personne ne peut éliminer un peuple qui lutte pour sa liberté, c'est aussi simple que cela. Particulièrement à une époque où se sont succédés avant nous nombre d'erreurs irréparables de l'humanité, que ce soit l'Holocauste, les génocides des Indiens d'Amérique, des Héréros au Namaland, des Arméniens, des Tutsis au Rwanda, au Cambodge. Et malheureusement, la liste est très longue. Croire que l'on peut effacer tout un peuple sous des tonnes de décombres en le bombardant délibérément, comme ça a été le cas dans les villages d'Algérie, dans les Aurès. À titre personnel, ma famille et notre village en a été meurtri, où les paysans étaient ensuite assaillis par des parachutistes qui finissaient le travail, n'a jamais empêché ce pays de se soulever pour sa Saura, sa révolution. De l'horreur de leur éradication, de leur enfouissement sous les décombres, les peuples opprimés finissent toujours par ressortir, par se relever, par revenir à la surface. De cette germination des corps qui pourrissaient sous terre, refleuriront de nouvelles réexistences, accompagnant sereinement cet instinct révolutionnaire qui sommeille au fond de chaque être humain. Si le regard que porte Victor Hugo sur les paysages de la nature, source d'inspiration pour l'écriture, ou celui de Louise Michel sur l'agentivité de la vie, qui repousse à chaque printemps, m'inspire, c'est que les deux, en différents, nous apprennent à prendre soin du regard, comme d'un outil de métaphore intellectuelle poétique d'où surgit l'évolution de la vie. Ce regard n'est évidemment pas seulement oculaire, il est poétique et onirique. Si je vous décris depuis ce titre paradoxal les ambivalences du regard, de notre regard, c'est qu'il me semble que le regard est en danger aujourd'hui, comme il l'a été tout au long de notre évolution, des grottes aux écrans plats. Dans toute société, le regard, enjeu du pouvoir, a toujours été mis au défi de son évolution. Pourquoi le regard est-il en danger aujourd'hui ? Et pourquoi doit-il être protégé ? Parce qu'il est devenu l'enjeu de la gouvernementalité algorithmique et du capitalisme numérique, non régulé, comme il a été celui de l'Église et de la monarchie, puis du capitalisme de la révolution industrielle. Le regard est à présent colonisé par la technologie numérique, nouvelle puissance capitaliste hors norme de l'humanité qui, par des jeux invisibles, a colonisé nos esprits. Annie Lebrun, que j'ai eu la chance de rencontrer à 2 reprises après avoir lu son livre « Ceci tuera cela », dans l'un de ses ouvrages, dans ce livre entre autres, et aussi l'historienne américaine absolument extraordinaire Shoshana Zuboff et son remarquable travail intitulé « Le capitalisme de surveillance » font partie des nombreux sonneurs d'alerte. Le regard, vous l'avez bien compris, est un système entrelacé à d'autres systèmes. Nous ne regardons pas de la même manière, à travers différentes temporalités, une œuvre, parce que nous sommes l'un des éléments de différents systèmes. Et cette appartenance est à la fois poreuse et opaque. Les traces qui nous habitent font que l'on regarde depuis une position, que dis-je, des positions différentes. Les centaines de systèmes d'appartenance à des récits, des groupes humains, sociaux, etc. Mais il y a aussi le fait que ces mêmes appartenances ont leur fonctionnement propre, qui nous rendent hermétiques à d'autres choses. D'autre part, si les traces qui nous habitent sont actives depuis que nous sommes nés, et sans doute même avant, nous nous en imprimons de nouvelles tout au long de notre existence. Ces traces modifient notre regard en permanence. Nous sommes un fleuve, et la chose regardée n'entre jamais 2 fois dans le même fleuve, en l'occurrence, nous. Si j'ai choisi de parler des antagonismes de ce qui forme notre regard, c'est parce qu'il y a un enjeu fondamental qui structure l'espèce humaine à travers cette capacité à voir et à capter des images.
de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa. Lorsqu'on nous regarde, nous recevons des images, mais nous en projetons aussi, intellectuellement et métaphoriquement, pour pouvoir les interpréter. Cette faculté de dédoublement, dont a très bien parlé Edgar Morin dans son livre « L'homme et le cinéma imaginaire », est l'un des enjeux de l'expérience cinématographique et, à mon sens, de l'image artistique en général. Mais ce qui est sûr, c'est que ce dédoublement, cette projection du sujet regardant dans la chose regardée, qu'elle soit un objet ou un écran ou une sculpture ou un paysage, empreint de scènes violentes, dans tous les cas, l'intelligence qui agit dans cet espace donné et dans ce temps donné est la continuité exclusive du rêve. Le rêve qui est à l'origine est le lieu des antagonismes dont nous avions parlé. Le regard caresse et le regard violence en miroir de la notion de trace et de celle de réparation est aussi le lieu de la naissance de toute pensée. Toute pensée a un jour été un rêve, nous dit le philosophe Bernard Stiegler, auteur de La société automatique, l'avenir du travail, œuvre critique de la gouvernementalité algorithmique, qu'il préfère au terme intelligence artificielle, car pour lui, toute intelligence est artificielle. Cette réflexion nous éclaire sur l'enjeu fondamental de l'activité onirique dans le capitalisme technologique dérégulé, qui, 24 heures sur 24, exploite via notre attention notre temps de rêver, et donc de générer de la pensée critique. Depuis les grottes, comme celle de Chauvet, qu'il cite souvent comme un cinéma en devenir, où l'on voit clairement que les rêves des premiers humains étaient projetés sur les parois pour être retenus comme des mémoires extérieures, jusqu'à notre époque où l'humanité connectée délègue chaque jour un peu de sa capacité à rêver aux machines apprenantes, les automates algorithmiques, qui absorbent toutes nos données comportementales. Le rêve, notre capacité à rêver, est parasité par ces machines qui rêvent à notre place. Ou du moins sont en train d'apprendre à le faire. Déjà, Lewis Mumford avait décrit en 1966 que la technique, ce sont des machines qui rêvent à notre place. Je cite, « Notre civilisation occidentale hyper mécanisée use de nombreux stratagèmes pour circonscrire le domaine du rêve. Nous canalisons les phénomènes subjectifs de la vie au moyen d'appareils tels que la radio ou la télévision, laissant ainsi une machine rêver à notre place. Mais l'enfant, comme l'adolescent, est bien souvent sous l'emprise du rêve qui s'immisce dans la vie éveillée. Durant des heures entières, l'adolescent n'est pas là. Il est absent au monde. Et c'est jusqu'à son comportement diurne qui pourrait se confondre avec un rêve agissant. Un individu peut ainsi vivre en quelque sorte un rêve éveillé et se mouvoir sur une scène intérieure dont le contenu diffère fort peu de celui du sommeil. À ceci près qu'il est peut-être plus directement lié au désir d'assouvissement sexuel, par exemple, qui affleure à la surface de la conscience. Si notre regard est la partie réparée basée sur des traces suturées de nos rêves créateurs ou destructeurs, et parfois les deux à la fois, alors ce qui suture notre singularité évolutive est enlisé dans une stagnation qui fera de nous des fossiles de nous-mêmes. Il est donc temps de réfléchir ensemble à protéger cette capacité à bifurquer, agentivité naturellement inhérente à notre inconscient, depuis les âges les plus proto, bien avant l'invention du langage, mais qui, en l'inventant, nous a permis d'échanger entre humains nos ambivalences, nos blessures et nos réparations. Je vous invite à nous rejoindre lors de la 3e et dernière conférence, le 25 septembre prochain, avec plusieurs intervenants et intervenantes qui réfléchiront ensemble à cet enjeu. Merci beaucoup. Et si vous avez une ou deux questions pour Kader, je crois qu'il y a des micros dans la salle, on a le temps pour une ou deux questions, le cas échéant. Merci pour la leçon magistrale, mais j'ai envie de me poser une question de forme. Est-ce que, au moment où
Vous avez préparé ce travail-là. Enfin, je viens de passer 7 heures à donner des cours à Paris 13 et je me suis dit comment l'éducation populaire pourrait faire jonction avec ce type de format, et je pensais aux étudiants que j'ai quittés il y a 1 heure et ceux qui seraient en mesure de suivre ou pas, et voilà. Est-ce qu'on peut penser à peut-être renouveler aussi les formes dont on transmet, voilà. Même si moi je me suis régalée, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà. Est-ce que c'est une question qui vous intéresse ou pas? Oui, absolument. J'enseigne aussi à l'Académie des Arts de Hambourg. Et en général, je dis toujours aux étudiants... D'abord, je leur laisse beaucoup la parole. Ce soir, j'ai parlé beaucoup. Mais en fait, dans mes cours, les étudiants parlent 80% du temps sur les œuvres, puisque chacun présente son travail. Et je ne fais pas de modération, mais parfois quand même. Et ce qui est important, c'est que votre question, elle est vraiment importante, parce qu'on vit une époque où justement, il y a un tel croisement du fait d'un besoin d'idées et de contenu entre des positions différentes dans les groupes qui sont les groupes intéressants, à savoir variés, pas des chambres de résonance de gens qui s'écoutent parler, qui s'écoutent parler à travers d'autres personnes. Moi, ce que je fais en général, c'est quand je sens qu'il y a une sorte comment dire, en fait, quand il y a du clivage, c'est quand la théorie prend le dessus sur la pratique, en fait. Et très souvent, aujourd'hui, justement, j'ai voulu quand même montrer des œuvres, parce qu'il faut les montrer et en parler, mais dans l'enseignement, on travaille beaucoup avec nos mains aussi. Et pour moi, j'ai voulu vous parler ce soir de Mumford Lewis, parce que ce qu'il m'a apporté dans ma réflexion, c'est que la main, c'est pas tout, en fait. Donc ce que j'essaie de faire comme enseignement, en tout cas comme espace de remise en question avec les étudiants, c'est de considérer l'œuvre d'art comme une matière en fait intangible. Il y a des gens, moi j'adore l'artisanat, j'adore les arts et métiers, j'adore le savoir-faire, mais j'adore la théorie aussi, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de créer des espaces où, par exemple, si on est dans des discussions clivantes sur des sujets, d'arrêter de théoriser et d'utiliser des objets, de sculpter ensemble du bois, de la terre, de travailler, de parler de matière. Et à l'inverse, lorsque la matière n'est plus suffisante et frustrante, on met de côté la matière et on essaie d'écrire. Alors chacun écrit de son côté et lit le texte si elle veut, si il ou elle ou elle veulent, parce que l'intérêt de la pratique de l'écriture quand on est artiste, quand on est bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer, c'est aussi pour soi. C'est pas forcément à partager. Mais si vous voulez partager le texte, vous le faites. Voilà, j'espère que c'était pas trop décousu. Une dernière question. Maintenant... il y a Jean-Jacques ici, Donatien. Oui. Jean-Jacques Lebel voudrait poser une question. Je serai plus rapide pour la prochaine réponse. Merci. Oui, tu dis, Kader, quelque chose qui est terrible, que les machines regardent à notre place. Ce qui est très grave parce que on dit par exemple sur Internet que telle image ou telle vidéo a eu 300 000 clics. Mais ça ne veut pas dire que les images ou les vidéos ont été vues. Et ça pose la question de qu'est devenu le regard. Scroller à toute vitesse, ça ne veut pas dire regarder. Donc ça empêche, les machines empêchent les regardeurs de regarder. Puisqu'on est dans cet extraordinaire lieu de mémoire qu'est le musée, je suppose que beaucoup d'entre nous ici ont eu la même expérience de s'asseoir et de regarder les regardeurs en train de regarder les tableaux. Ben, c'est quelquefois terrifiant de se rendre compte que les gens, pas tous évidemment, mais beaucoup de gens font la queue, non pas pour regarder, mais pour prendre une photo du cartel, même pas, ou alors du tableau, de façon à déléguer au téléphone portable
le pouvoir du regard. C'est-à-dire qu'il passe devant le tableau sans le regarder après l'avoir photographié. Ce que devient l'image après, j'en sais rien. Mais tu vois, quand tu dis les machines regardent à notre place, c'est un abîme terrible. Et l'idée, ce serait que l'œuvre puisse reconquérir le droit au regard, ou la possibilité de regard. Je vais répondre très rapidement, Jean-Jacques, comme je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais c'est une remarque très importante. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que le fait de prendre un téléphone, notre amie Annie Lebrun en parle très bien dans son livre, le fait de prendre un téléphone pour photographier une œuvre, c'est la machine qui regarde à ta place. C'est exactement ce que tu viens de dire. Mais j'ai poussé plus loin. Le problème, c'est pas seulement qu'elle regarde à notre place, le problème, c'est qu'elle rêve à notre place. Moi, j'ai des étudiants qui m'apportent des œuvres faites par ChatGPT. Et j'ai dit à Omid, je l'ai laissé pendant 3 mois avec son idée, et à la fin, il se retrouve bloqué, pas par moi, hein, par le groupe. Et je lui dis, tu vois, je voulais pas te le dire parce que j'ai pas à me permettre d'aimer ou de pas aimer ta proposition, ton œuvre. Par contre, je suis là pour quand même te dire, par mon expérience, qu'il y a peut-être des pièges à éviter. Et j'ai découvert, parallèlement à ces lectures, avec les étudiants, les petits jeunes qui travaillent et qui utilisent les intelligences artificielles pour créer des œuvres, alors un chevalier en armure avec une valise à roulettes. Bon. ChatGPT te sort une image, tu dis « Ah, c'est marrant ». Et quand il a proposé ça à la classe, il y a 4 mois, tout le monde a rigolé, a dit « C'est génial ». Sauf que la mise en œuvre de l'œuvre, progressivement, affaiblit considérablement l'idée, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de... On est en pleine période d'examen, au bout, et là, je le vois par rapport aux autres élèves qui ont travaillé sans les intelligences artificielles, bah, les œuvres sont plus intéressantes. C'est pour ça que j'aime bien cette idée qu'il faut faire... Je dis que nous sommes là aujourd'hui aussi comme des sonneurs d'alerte, dire attention, il y a peut-être... Hein, pas du tout technophobe, hein, j'adore la technologie, mais il y a peut-être une manière intelligente d'utiliser la technologie en comprenant déjà les enjeux qui sont en cours entre nous, sujets humains, et cette immense révolution. À mon avis, le court-circuitage de notre capacité à rêver est l'un des enjeux fondamentaux, surtout pour les artistes. Parce que le rêve est le lieu des traces, en fait. Et les intelligences artificielles, comme le dit extrêmement bien Shoshana Zuboff, se construisent depuis 20 ans par l'accumulation régulière des milliards de traces que toutes les machines, elle prend Google, mais il y en a. Et donc pour moi, je dis, non seulement elles regardent à notre place, hein, comme tu dis, en utilisant un téléphone portable, mais encore plus grave, elles tendent à se substituer à notre capacité de rêver, en fait. Voilà, une dernière question, j'imagine. Je pense qu'on va devoir arrêter là, Kader. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Au 25 septembre. Merci, Kader.